Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde. Le cyber n'est plus un risque abstrait. Il se chiffre, s'anticipe et se pilote comme n'importe quel autre risque stratégique. Mais savons-nous vraiment le mesurer pour mieux le maîtriser ? Entre incertitudes techniques, enjeux financiers et responsabilités croissantes, quantifier le risque cyber est devenu un défi central pour protéger, gérer et assurer efficacement. Pour éclairer ce sujet complexe et stratégique, nous avons le plaisir d'avoir 5 expertes et experts sur scène, au regard complémentaire issus de la cybersécurité, de la gestion des risques et de l'assurance. Ensemble, ils vont croiser leur expérience de terrain pour nous aider à mieux comprendre comment quantifier le risque cyber et surtout comment transformer cette mesure en levier de décision et de protection. Je me tourne tout d'abord vers vous, Pierre-Louis Louisan. Vous êtes Country Manager France de chez Qualys. D'abord nous rappeler ce qu'est Qualys et puis d'avoir votre vision un peu macro sur ce thème-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, Qualys, on est un éditeur de logiciels qui existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et notre vocation, c'est de faire en sorte que nos clients puissent mieux gérer le risque. Exactement le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Notre métier, en fait, est de faire en sorte que vous, en tant qu'utilisateur, client, vous ayez la capacité d'avoir une visualisation complète de l'ensemble de vos risques. Le concept, en fait, c'est le Risk Operations Center, le ROC. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous connaissent le SOC, qui est un outil qui permet de gérer les crises lorsqu'il y a des incidents. Et notre vision à nous, c'est qu'il faut être proactif sur la gestion des risques. Pourquoi ? Parce que les risques sont de plus en plus nombreux, de plus en plus rapides parce que l'intelligence artificielle, parce que de nouvelles technologies sont arrivées. Et pour bien gérer un risque, la première des choses dans notre méthodologie, c'est de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'il va falloir inventorier l'ensemble de vos assets, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la capacité à avoir une visualisation sur l'ensemble de vos serveurs, l'ensemble de vos PC, que ce soit dans les environnements on-premise, c'est-à-dire sur vos équipements à vous, dans vos usines, dans vos entreprises, ou aussi bien dans le cloud. Donc avoir cette vision globale de l'ensemble de vos assets. À partir de là, une fois qu'on a fait l'inventaire, on est capable de déterminer la criticité de vos assets, de ces éléments, ce qui est très important pour vous, et de définir à partir de là un niveau de risque. Et ce que l'on va faire, c'est qu'avec le Risk Operations Center, on va agréger l'ensemble des sources de risque, quelles qu'elles soient, et on va pouvoir, à partir de là, mesurer aussi votre niveau de risque par rapport à d'autres entreprises du même secteur d'activité. C'est-à-dire vous dire, attention, sur tel ou tel environnement, vous êtes à tel niveau de risque. Et on va avoir une notation globale, et on va avoir un tableau de bord en temps réel qui va vous permettre de visualiser votre niveau de risque en agrégeant l'ensemble de ces risques qui sont sur vos environnements cloud ou on-premise. Et à partir de là, dans notre vision, ce qui est important, c'est de vous donner aussi toute la capacité de remédier, de résoudre les risques au plus vite. Puisque comme on en parlait avant, la gestion du risque aujourd'hui, c'est quelque chose qui va très vite. Il y a de nouvelles innovations et de nouvelles solutions, hélas, pour attaquer les entreprises. Donc nous, on va être capable, avec notre outil, notre Risk Operations Center, de remédier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir notamment des agents, des agentic AI. Vous avez dû entendre parler et être familier maintenant avec cette technologie, qui va être capable d'être personnalisée en fonction de vos attentes, et de pouvoir remédier sur l'ensemble de nos environnements, que ce soit on-premise ou cloud, les risques associés. Et notre vision à nous, ce qui est très important, c'est que comme le risque, il est partout, il faut qu'on soit capable de prioriser les risques. Parce que vos budgets ne sont pas illimités, et donc il faut être capable d'investir au bon endroit. Et avec le Risk Operations Center, vous savez où sont les risques majeurs. Je vous prends l'exemple d'une entreprise avec laquelle on a travaillé, qui est une grosse industrie chimique, et on a identifié des zones géographiques, des pôles industriels particuliers, des pôles d'innovation,
où en fait, soit c'est du chiffre d'affaires très important, soit c'est une innovation technologique ou innovation en termes de brevets importante. Et on a identifié ces pôles comme étant les pôles critiques dans l'entreprise. Ça peut être aussi le pôle finance, ça peut être le pôle RH. Donc il y a des pôles importants et c'est là qu'on va vous aider avec le Risk Operation Center à mettre les moyens financiers pour pouvoir investir sur ces pôles et à partir de là, montrer à votre comité de direction que vous avez investi et réduit le risque. C'est-à-dire que sur ces pôles-là, vous avez mis les bonnes ressources, vous avez bien géré les vulnérabilités, vous avez su mettre ce qu'on appelle les patchs, les solutions en œuvre rapidement pour que ces zones à risque, ces zones importantes pour l'entreprise, soient gérées. Et donc c'est ça notre capacité, c'est d'agréger l'ensemble des risques associés que vous pouvez avoir dans une entreprise, de vous les présenter, de vous montrer votre niveau de risque et de faire en sorte que ce niveau de risque, là où les investissements sont importants, est réduit. Parce qu'aujourd'hui, on le voit régulièrement avec nos clients, s'ils devaient, par une analyse complète des risques, les remédier totalement, les coûts seraient colossaux. Et dans le cas que je vous cite de cette entreprise, grâce à l'analyse qu'on a pu faire très fine, en associant les assets, qui soient dans le cloud ou on-premise, qui soient à risque ou pas à risque, les vulnérabilités qui existent réelles. Parce qu'attention, il y a des vulnérabilités qui ne sont pas exploitées sur le marché. Donc il faut justement aller tout de suite sur les vulnérabilités qui sont exploitées. Donc si on fait l'ensemble de l'agrégation de ces risques, on a été capable de diviser par plus de 10 l'investissement qui aurait dû être fait si on avait voulu gérer le risque globalement sans différenciation. Donc c'est ça l'avenir aujourd'hui, et ce que l'on met en œuvre aujourd'hui pour beaucoup de nos clients, c'est ce Risk Operation Center qui est en amont du SOC que vous connaissez et qui va permettre d'être proactif et d'avoir une visibilité complète pour vos comités de direction en termes de ciseaux, que vous soyez dans des entreprises où il y a un département sécurité informatique, et d'avoir la capacité de prouver à votre direction que là, on a su réduire le risque parce qu'on a su faire les bons investissements et avoir en permanence cette vision sur le risque avec une notation. Donc, c'est aujourd'hui très important. On a introduit aussi, on voit dans l'intelligence artificielle, beaucoup d'innovations et nous, on est capable à partir de là de gérer très rapidement aussi ces attaques parce que vous savez que l'accélération due à cette intelligence artificielle, les outils qui sont utilisés, fait qu'il faut être encore plus rapide dans cette réaction, et aussi votre conformité. On a tous entendu parler de la RGPD, dans d'autres secteurs d'activité, vous avez DORA, dans le secteur financier. Donc, on a aussi cette capacité avec le Risk Operation Center de vous aider à faire en sorte que votre conformité soit valide sur les secteurs que vous avez choisis. Et ça, c'est très important en termes de régulation et par rapport aussi à vos clients ou vos fournisseurs. Donc on voit aujourd'hui que pour gérer du risque, il faut être capable de prioriser les bons investissements, d'avoir cette vision en temps réel du niveau de risque, que ce soit dans le cloud ou que ce soit on-premise, et de pouvoir associer la remédiation et la vérification qu'on a bien fait en sorte que le risque a été diminué. Je dis par là que souvent on est informé qu'on a des vulnérabilités, mais on ne fait pas quelquefois le nécessaire pour qu'elles soient bien patchées, résolues. Et c'est ça l'objectif, c'est de démontrer que ça a été résolu et que le niveau de risque a baissé. Donc c'est aujourd'hui la clé, le Risk Operation Center pour nous, pour nos clients, parce que là encore, les investissements sont importants souvent et il y a des multiplicités de sources de risques, et il faut pouvoir avoir un seul outil qui soit capable de maîtriser l'intégralité des risques. Merci beaucoup Pierre-Luc pour cette vision globale. Je me tourne vers vous maintenant, Rébia Bardot-Girard. On en a parlé, on parlait des risques émergents. Comment on garde une longueur d'avance sur ces menaces émergentes quand on travaille chez AXA ? Dans un assureur. Oui. Pour notre part, la quantification du risque est primordiale. Donc, on le fait notamment en interne avant que notre client devienne notre client, et on le propose également à nos clients une fois qu'ils le sont devenus. Comme le disait Pierre-Louis, foncièrement, si vous ne connaissez pas, en fin de compte, les risques auxquels vous êtes amené à être sujet, vous ne pouvez pas vous couvrir comme il se doit.
Donc, ce que l'on a mis en place en interne, c'est notamment une équipe d'experts dédiés sur le sujet, avec des expertises totalement diverses et variées. Globalement, tous ont été CSO dans leur vie. Et de ce fait, pour l'instant, c'est très, très manuel, mais on a travaillé sur la partie IA qui nous permet d'automatiser ces analyses de risque. À savoir que dans le cadre de l'assurance cyber, dans la mesure où c'est l'idée par les brokers, il existe énormément de fichiers Excel, de questionnaires qui sont divers et variés. Et notre grosse question était de savoir quel outil mettre en place pour que, qu'importe le questionnaire qui nous soit soumis, ça nous permette, nous, de proposer un profil de risque à nos clients. Donc, on a développé ce qu'on appelle un outil qui s'appelle le RQI. Et en 15 minutes de temps, on est capable de proposer à nos clients un profil cyber, mais également avec un plan d'action sujet aux risques qui ont été révélés et de ce fait des solutions type Qualys, mais pas que. On a développé une stratégie qui se base sur 4 piliers. Le premier est notamment la connaissance du risque, donc un pilier qui vous permet de faire des analyses de risque IT, mais IA, comme l'a souligné Pierre-Louis, car les risques émergents existent, comme vous le mentionniez, et l'IA en fait partie, mais il y a aussi le quantum computing sur lequel on travaille. Donc tous ces nouveaux risques, on tente de les anticiper à travers une méthodologie que l'on a mis en place. Donc une fois qu'on a prévu, c'est comment on s'assure que nos clients ont connaissance de ces risques. Donc le second pilier est basé sur les formations, mais aussi la partie thought leadership. Donc on propose à notre réseau, à minima 2 fois par an, des thought leadership sur les risques existants et les risques émergents pour, là encore, les alerter sur ces fameux risques et les accompagner si besoin. Et après, il y a le troisième pilier est basé sur tous les outils que l'on met à disposition. Donc, il y a notamment Qualys, mais on a aussi du Dark Web Monitoring, de l'EDR. Donc, tout ce panel qui nous semble le minimum attendu pour que le client puisse être couvert tel qu'il se doit. Et si malheureusement, il a une crise, on est capable de l'accompagner dans la gestion de crise. Donc, on lui propose des services d'exercice de crise, mais basés sur sa maturité. Donc, ce sera vraiment des profils spécifiques qui accompagneront les clients. Et globalement, le grand challenge que l'on a, si on revient sur les analyses de risque, notre objectif est de pouvoir proposer aux CISO, un document, un rapport qui puisse être entendu par les CFO. Parce qu'on a d'un côté les gars de l'IT, et on a d'habitude de dire que les gars de l'IT ne se comprennent qu'entre eux. Et en fin de compte, dès lors que vous avez de la finance, là, tout le monde est perdu, et la personne le CFO, lui, ne voit que des chiffres. Donc, si ça ne rentre pas dans ces cases, il ne validera pas. Donc, notre approche était de se dire comment on pouvait vulgariser ces outcomes pour que ce soit entendable par le CFO et de ce fait entendable par le COMEX et que le sujet budgétaire ne soit plus un sujet. Car malheureusement, dès lors que vous avez une réduction budgétaire, on le sait tous, c'est la conformité qui va trinquer. Et c'est systématiquement le cas. Donc notre idée était de proposer d'ailleurs à nos clients une vulgarisation à destination des CFO et du COMEX pour pouvoir l'accompagner dans le déploiement, le développement de son entreprise. Merci beaucoup, Rébia. Je me tourne vers vous et même question, Estelle Boyer de Chigic. Chez CNP Assurance, votre retour de terrain sur ces aspects-là? Alors bonjour à toutes et à tous, effectivement, donc je suis groupe CISO chez CNP Assurance, entreprise d'assurance mais qui ne propose pas de cyberassurance. Donc je ne viens pas vous parler comme un cyberassureur, je viens vous parler comme un CISO comme les autres qui essaye de quantifier son risque à lui. Alors déjà, il faut peut-être rappeler que le risque cyber chez nous, c'est dans le top 5. Donc effectivement, on a toujours envie de le mesurer, ce risque. Ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Et d'ailleurs, dans les boîtes d'assurance, on fait ce qu'on appelle l'ORSA, donc ça veut dire Own Risk Self-Assessment. Bon, c'est une réglementation qui nous demande d'assesser nos risques, y compris le risque cyber. Donc, par le passé, on le faisait déjà, en fait. Seulement, c'était beaucoup à dire d'experts, ce qui est une manière assez chic de dire au doigt mouillé, en fait.
Donc voilà. Donc moi, ça me satisfaisait pas tellement. Et puis voilà, le dire d'expert atteint ses limites. Donc cette idée de quantifier notre risque de manière un petit peu plus scientifique, elle date d'il y a déjà quelques années. Et je peux dire, en 2025, on l'a fait. Voilà, on l'a fait sur un périmètre restreint. Je vais vous expliquer ça après. Alors, effectivement, moi, je suis quand même vachement aidée parce qu'une boîte d'assurance, mesurer le risque, c'est notre métier, en fait. Donc le risque cyber, c'est un risque quelque part comme les autres. Il faut juste trouver la bonne méthode pour le mesurer. Dans une boîte d'assurance, il y a un métier qui est très central. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, vous avez peut-être jamais entendu parler. Ça s'appelle les actuaires. Les actuaires, ce sont les gens qui font tous les calculs justement mathématiques chez nous pour mesurer les risques. Et donc, voilà, j'étais bien aidée par ça parce que dans ma population, j'ai des actuaires qui ne sont pas du tout spécialisés cyber, mais ça, c'est pas grave. La cyber, nous, on peut leur expliquer. Alors, la difficulté aussi à laquelle on se confronte, c'est que le risque cyber, c'est un risque assez récent. Qui dit récent, dit pas beaucoup de données d'historique. Et ça, c'est vrai que pour des actuaires, ne pas avoir de données d'historique, ça, c'est pas facile quand même, parce que c'est quand même leur première matière à traiter. Et puis, en plus, ces données qu'on a ne présagent peut-être pas des données futures, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer dans les années à venir. Donc, peut-être que ce qui s'est passé avant ne va pas vraiment nous aider pour ce qui va se passer après. Donc ça, c'est quand même une difficulté qu'on a avec le risque cyber. Alors, c'est vrai que les méthodes traditionnelles, si je prends les méthodes traditionnelles d'évaluation des risques opérationnels, donc vous savez, c'est probabilité fois impact, hein, donc ça, je pense que vous connaissez tous ça. Le problème avec le risque cyber, c'est effectivement que ça fait un 0 fois l'infini. Alors, pour les mathématiciens d'entre vous, effectivement, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ça ne nous aide pas trop. Et donc, nous, on est parti sur une autre méthode qui s'appelle la méthode FAIR, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, FAIR, ça s'écrit F-A-I-R. Et en bon français, je le lis parce que je n'ai pas retenu par cœur, en bon français, ça veut dire analyse factorielle du risque informationnel. Quand on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. C'est une méthode qui a été créée en 2005 par quelqu'un à qui je vais rendre hommage, donc Jack Jones, qui est un ex-RSSI, donc quelqu'un qui connaissait quand même les difficultés. Et donc en fait, on essaye aussi d'estimer la fréquence des attaques et leur ampleur, mais avec des lois beaucoup plus compliquées que ce qu'on pouvait faire pour les risques opérationnels standards. Et là aussi, c'est la minute mathématique. En gros, on simule les distributions de pertes à l'aide d'une simulation de Monte-Carlo. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui voulaient avoir un peu plus de détails, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la méthode. Alors, on s'est lancé donc en 2025, comme je l'ai dit, et je pense qu'on avait, on a réussi à quelque chose, en tout cas, parce qu'on avait un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont des facteurs clés de succès, en tout cas chez nous, chez CNP Assurance. Déjà, on est resté assez prudent sur le périmètre. On ne s'est pas dit tout de suite, on va faire toute la boîte. On s'est dit, prenons un périmètre restreint et voyons ce que ça donne. Donc, c'est une sorte de POC, hein, quelque part. Chez nous, le périmètre restreint, c'était l'assurance emprunteur. C'est une des activités chez CNP Assurance. On a pris cette activité. Alors, pourquoi celle-là ? Parce qu'en fait, on avait un métier qui était, un, volontaire et deux, prêt à y consacrer du temps. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que ça va prendre du temps dans les équipes cyber, mais ça va aussi prendre du temps dans les équipes métiers. Parce qu'en fait, toute cette méthode, elle sera suffisamment fine si on prend bien en compte les caractéristiques propres au métier. Le deuxième facteur clé de succès, c'est que j'ai mis donc une actuaire sur le coup, une actuaire qui était déjà très intéressée par la cyber et qui a été extrêmement moteur. Donc ça, c'est vrai qu'aussi, ça compte. Enfin, les gens qui peuvent se saisir du sujet, évidemment, ça compte. Et ensuite, on ne s'est pas non plus mis le couteau sous la gorge en termes de délai. On avait choisi, d'ailleurs, je n'ai peut-être pas dit ça, on a choisi un outil du marché pour nous aider. On s'est dit, on ne va pas créer notre propre modèle tout de suite, on va partir sur un outil du marché. On a souscrit pour 1 an. Donc, on s'est laissé le temps, quelque part, hein, parce qu'effectivement, ce sujet, il vient en sus de toutes nos autres activités, à nous, équipe cyber, et à notre actuaire, en l'occurrence. Donc au final, si je vous résume, ce sont 2 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois, alors pas 6 mois à plein temps du tout, hein,
Mais voilà, donc quand même un horizon temporel assez large chez moi, donc pour arriver à un résultat. Et alors le dernier facteur clé de succès, je pense, mais hyper important, c'est effectivement de connaître son métier. Parce que nous, on a plusieurs métiers chez CNP, on ne fait pas que de l'assurance emprunteur, mais voilà, connaître son métier, c'est hyper important. Alors, ceci étant dit, je vais maintenant vous dire en gros ce que ça nous a apporté de faire cette quantification du risque cyber sur le périmètre qu'on avait choisi. Alors déjà, ça a été un peu dit déjà par Rebia, mais on parle euro, donc effectivement, les décideurs, ça leur parle. On met quelque part le risque cyber sur le même plan que les autres risques, même si quelque part on parle de pertes évitées et non pas de dépenses budgétaires en moins, parce qu'évidemment, eux, ça les intéresse toujours qu'on dépense moins. Mais quand même, on leur parle avec un autre point de vue aussi, qui est de dire oh là là, il y a une menace en croissance, on va tous mourir. Enfin, c'est aussi une autre façon de leur parler du risque. Un point qui est très important aussi, c'est que du coup, ça nous a permis de sensibiliser le métier et de l'embarquer, parce que c'est vrai que les risques cyber, en l'occurrence, ce sont les leurs, mais ils n'ont pas toujours ça en tête. Et souvent, c'est vrai ce que tu disais aussi, qu'ils considèrent que le risque cyber, c'est un sujet technicien dans leur grotte, là. Et alors qu'en fait, non, pas du tout, ce sont leurs risques, leur business, leurs activités. Et donc, ce faisant, comme on a beaucoup discuté avec eux, ils nous ont raconté leur activité. Nous, on l'a traduit à chaque fois d'un point de vue cyber. Leurs éventuelles pertes, leurs éventuels impacts sur le business. En fait, on a parlé de leur langage au final. Et ça, je pense que ça a vraiment éveillé leur intérêt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il y a différentes mailles quand on fait les calculs. Finalement, le résultat, chez nous, a intéressé le top management, alors que le calcul a plus intéressé le métier. Donc finalement, c'est une façon, avec tout ce process, d'embarquer pas mal de personnes. Alors après, il y a peut-être 2 points de plus, je pense, qui vont nous servir, nous, pour la suite. C'est ce que j'appellerais l'aide à la gestion de crise. C'est-à-dire que, ce faisant, on a aussi vu où étaient les impacts principaux pour cette activité-là. Et donc, en cas de crise, on saura où est-ce qu'on veut mettre les accents tout de suite pour remettre en activité. Et le deuxième point, qui n'est pas un point vraiment cyber, mais qui est important aussi, c'est que ça a mis en lumière certains manques qui ne sont pas forcément ni IT ni cyber. Je vous donne l'exemple. Chez CNP, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup d'assurés, plusieurs dizaines de millions. Et on n'a pas tous leur adresse mail, qui fait qu'en cas de fuite de données, par exemple, pour les contacter, qu'est-ce qu'on fera ? On enverra une lettre physique avec accusé de réception. Bon, ça coûte dans les 6 ou 7 euros. Je ne connais plus les tarifs de la Poste. Mais si vous faites 6 ou 7 euros par 10 millions d'assurés, tout de suite, vous atteignez un très, très gros montant. Et donc, ça montre que, en fait, cette nécessité à obtenir les coordonnées de nos assurés, c'est hyper important. Et le dernier point, mais ça peut-être que ça sera plus pour toi, c'est que peut-être cette quantification qu'on a faite pourrait servir pour nos propres cyberassureurs à nous, pour éviter qu'on remplisse des questionnaires et des questionnaires qui ne finissent pas et qui sont, à mon avis, très difficiles à exploiter. Ceci étant dit, il y a quand même quelques limites auxquelles on a été confrontés. La première, c'est qu'on a fait l'assurance emprunteur, mais si l'assurance emprunteur tombe, il est probable qu'un autre secteur chez nous tombe aussi. Donc en fait, c'est vraiment l'interconnexion des périmètres que pour l'instant, on n'a pas du tout capté. Et c'est assez difficile à prendre en compte. Il y a aussi une autre chose, c'est que ce modèle de la méthode FAIR ne prend pas en compte le risque catastrophe. Donc le risque catastrophe, c'est le risque extrême. Et ça, pour le coup, c'est là que la cyberassurance intervient. Nous sommes couverts pour ce risque catastrophe par notre cyberassurance. Une autre difficulté, c'est ce qu'on appelle le garbage in, garbage out, donc GIGO. C'est la difficulté à obtenir des infos fiables du métier. Parce que, par exemple, sur l'indisponibilité des services, ils savaient assez nous dire le perte de chiffre d'affaires, les indemnités, les pénalités éventuelles, etc. Par contre, sur la fuite de données, ils étaient assez en peine quand même pour nous dire quels allaient être les impacts financiers. Et puis alors, le dernier point peut-être, c'est que l'outil qu'on a utilisé, il était bien, mais c'est un outil de base. De toute façon, il y a une vraie phase d'adaptation à sa propre situation, avec de nombreuses itérations. Donc, c'était pas du tout un long fleuve tranquille. Je pense qu'il faut l'avoir en tête que, quel que soit l'outil, je pense, c'est quand même un process assez long.
Et puis, il faut quand même garder en mémoire que ça reste une estimation. Hein. C'est pas avec des hypothèses, des simplifications. Donc, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre, mais ça donne une idée. Tout ça pour dire, donc je vais conclure parce que je vois que le temps, mon temps est imparti, est écoulé. Juste pour conclure, ça nous a quand même donné envie d'aller plus loin. Donc là, 2026, on étend le périmètre. On va affiner aussi nos pertes avec des ABAC. Et on va aussi affiner nos scénarios de défense. Donc ça, c'est toute la méthode qui a tous ces éléments-là. Affiner nos scénarios de défense pour mieux prioriser nos mesures de sécurité. Là où il faut mettre nos efforts pour réduire encore ce risque. Merci beaucoup Estelle pour ce rétexte et cette gestion du temps qui était impeccable. Ça tombe bien, vous avez parlé des actuaires et des mathématiques. C'est une très bonne transition parce qu'on a la chance d'avoir sur scène une actuaire, Charmini Manikam. Voilà. Vous êtes en plus en train de faire une thèse sur le thème modélisation mathématique de l'impact économique du risque cyber. Rien de mieux pour faire une transition avec ce que vient de dire Estelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thèse, cette modélisation ? Merci pour la transition. Donc oui, je suis Charmini Manikam, actuaire et doctorante à l'ENSAE Paris. Je travaille à la Caisse centrale de réassurance. Donc pour mettre un petit contexte, la Caisse centrale de réassurance est le réassureur public français, détenu donc par l'État. Son rôle est d'apporter une capacité de réassurance sur les risques majeurs et systémiques, lorsque le marché de l'assurance ne peut pas l'absorber. Il essaie de se concentrer également sur les risques émergents. Donc les risques émergents qui se rapprochent en termes d'incertitude et avec un fort potentiel systémique. Et c'est dans ce contexte-là que la CCR soutient ma thèse, du coup, la quantification des pertes économiques du risque cyber. Donc le risque cyber étant un risque encore très mal observé, très peu mesuré, avec des données limitées, donc ce qui est problématique pour les actuaires, on va essayer d'utiliser tout ce qui est rapport d'incidents, statistiques existantes et le peu de données qu'on a sur les risques cyber pour quantifier ce risque-là. Donc l'enjeu finalement de nos travaux va être de construire un cadre actuariel, mathématique, essayer en tout cas, pour mesurer les pertes économiques liées à ce risque-là. Donc concrètement, quel est le modèle que nous réalisons au sein de CCR ? Donc il va prendre les étapes classiques en fait, d'une cyberattaque. On va dans un premier temps essayer de modéliser une fréquence, donc tout simplement calculer une probabilité d'attaque pour toutes les entreprises françaises. Donc c'est très compliqué étant donné que nous n'avons pas d'historique, mais donc on va essayer de se baser sur tous les rapports qu'on a et assembler ça avec de la théorie mathématique, des cadres scientifiques. On va réussir à obtenir une probabilité d'attaque par entreprise, générer des simulations pour avoir finalement du coup des attaques annuelles par entreprise. Répéter cela aux millions d'entreprises françaises, on va avoir plusieurs attaques par année. Une fois qu'on a nos attaques annuelles, on va devoir maintenant trouver la perte financière associée à cette attaque-là. Donc lorsqu'une entreprise subit une attaque, son activité est perturbée, et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc c'est là qu'intervient la modélisation de la durée de ces incidents-là. Donc pour modéliser la durée de ces incidents, on va devoir tenir en compte des caractéristiques de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise et son secteur d'activité, la durée de l'incident ne va pas être la même forcément. Donc on va tenir en compte, essayer le plus possible d'utiliser toutes les informations qu'on a sur l'entreprise, donc notamment les caractéristiques économiques, et la mise en place des politiques de prévention, donc potentiellement les plans de continuité et de reprise d'activité. Selon si une entreprise a un plan ou non, la durée de l'incident forcément ne va pas être la même. Selon si elle est préparée avec des plans de remédiation, la durée ne va pas être la même également. Une fois qu'on a modélisé cette durée et associé à chaque attaque une durée d'incident, il va falloir transformer maintenant ces durées-là en coûts financiers. Et c'est là qu'intervient la partie économique d'une entreprise, donc le chiffre d'affaires, la marge potentiellement observée sectoriellement sur les entreprises. Donc forcément, lorsqu'il y a une cyberattaque, une grande entreprise avec une activité dans le e-commerce ne va pas perdre le même chiffre d'affaires qu'un artisan lors d'une cyberattaque. Donc vraiment, l'idée est de prendre en compte toutes ces caractéristiques-là pour transformer cette durée d'incident en perte journalière. On obtient au final une perte économique du coup associée à cette cyberattaque, donc simplement le coût de la cyberattaque. Et ça, répété aux millions d'entreprises françaises et sur plusieurs années, avec des simulations Monte-Carlo, on obtient une distribution des pertes économiques
associés au risque cyber sur le tissu économique français. Donc ça va être notre première mesure finalement de l'exposition cyber pour la France. On peut aller plus loin et essayer cette fois-ci d'estimer ce qu'on appelle le protection gap, c'est-à-dire on va appliquer les mécanismes classiques de l'assurance, donc franchise, plafond, taux de pénétration de l'assurance cyber, pour observer les pertes assurées, donc ce que finalement les assureurs vont couvrir sur cette perte économique réelle, et observer l'écart entre la perte économique et la perte assurée pour voir s'il y a possibilité ou non de jouer là-dessus. Donc une fois qu'on a mis en place cet outil, il y a énormément d'applications possibles, parce que c'est un outil quantitatif qui va permettre de mesurer l'exposition du cyber en France, mais également de soutenir la prévention. Étant donné qu'à travers un outil pareil, on va pouvoir mesurer tout ce qui est politique publique, notamment la mise en place des plans de continuité et de reprise d'activité. Donc l'idée, ça va être de générer des scénarios, étudier les efforts mis en place sur ces PCRA pour voir l'impact final sur la sinistralité cyber. Soutenir en fait toute cette partie politique publique et prévention. Et bien sûr, une autre application possible, plus courante, qui existe déjà, c'est de mettre en place des scénarios pour observer l'allocation par acteur au niveau assurantiel. Tout simplement, générer plusieurs scénarios avec plusieurs types de couverture pour voir finalement l'allocation des pertes entre assurés, assureurs et réassureurs. Donc l'idée vraiment de notre modèle, c'est d'essayer, pour ce risque encore très jeune pour l'assurance, très jeune pour la quantification, d'essayer tout de même d'avoir un premier moyen de quantification avec les rapports d'incidents, les statistiques présentes et toute la théorie mathématique possible autour pour obtenir un outil, éclairer les pouvoirs publics et soutenir les acteurs privés autour de tout cela. Merci. Merci Charmini. Je me tourne vers vous Thomas. On vient d'avoir un panel dans le secteur privé. Quid du secteur public? Vous êtes à l'ANSSI. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur tout ce qui est analyse du risque et tout ce qui est guide de la prise de décision dans le domaine régalien ou de la santé? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je rappelle du coup d'où je viens en fait de l'ANSSI. En fait, je suis du bureau management des risques cyber et c'est mon bureau qui a développé, alors pas tout seul, on l'a fait avec un écosystème très très dense et très actif, la méthodologie EBIOS Risk Management. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici la connaissent bien. Alors c'est une méthode qui est majoritairement qualitative et non quantitative, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du qualitatif avec, bien sûr. En fait, c'est un peu une boîte à outils, donc on peut la décomposer, on va dire, et l'adapter à chaque contexte. Donc là, on a beaucoup parlé du contexte privé, donc ça s'adapte tout à fait au contexte privé. Il n'y a aucun souci avec ça, que l'entreprise soit de petite taille, de grande taille, qu'on adresse le secteur bancaire ou qu'on adresse le secteur industriel. Ça, il n'y a pas de sujet. Le secteur public également, comme du coup, c'était le cœur de la question en tant que tel. Et il faut savoir qu'il y a quand même une chose qui est très différente entre une approche quantitative au sein du secteur public que du secteur privé. En fait, le secteur privé, il est du coup drivé par une vision très économique, avec des chiffres, avec du chiffre d'affaires, de la perte financière, etc. Le secteur public, il est beaucoup moins. Alors oui, il y a des choses qui sont quantifiables d'un point de vue chiffré, mais si vous avez une attaque cyber qui, du coup, est plutôt centrée sur, je sais pas moi, un centre hospitalier, en fait, l'impact, il faut qu'il soit mesuré. Ça, c'est une évidence, et c'est pour ça que l'analyse, elle a une pertinence. Parfois, ce n'est pas forcément le chiffrage financier qui a du sens. Parfois, c'est peut-être l'interruption du soin, c'est peut-être quelles sont les conséquences médicales, quels sont les effets que ça a eu sur du coup, l'impact humain, l'impact du coup, sur l'environnement, etc., etc. Et ça, ce n'est pas forcément des méthodes du coup, comme la méthode FAIR qui a été employée, même si elle est très bien et je ne la conteste pas du tout, mais c'est des choses qu'il faut du coup décliner en fonction d'une macro-analyse. Donc, EBIOS Risk Management répond très bien à ce type de choses, mais il faut l'adapter à son contexte,
adapté au type d'impact que l'on peut rencontrer. Enfin, voilà. Je sais qu'il y a certaines organisations, hein, je promeus en particulier le Club EBIOS, du coup, qui travaille d'arrache-pied pour du coup, donner du sens à cette méthode et essayer de la décliner le mieux possible et de trouver des cas d'usage pertinents pour comment on fait le lien entre la conformité et l'analyse de risque, parce qu'il y a des moyens de le faire, comment on peut aussi améliorer la quantification. Je dirais qu'il y a ce club-là, il y a d'autres acteurs qui le font, et il y en a qui font des ponts entre cette méthode-là, EBIOS-RM, et la méthode FAIR. Nous, ce que l'on pense au sein de l'ANSSI, c'est que la quantification, elle répond à beaucoup de besoins, et surtout, elle permet d'avoir un langage commun et permet de retranscrire du coup un risque qui est plutôt très métier, très axé sur l'organisation, mais pour avoir le même langage avec les assureurs, justement. Parce qu'en fait, il y a l'émergence des assurances cyber, et justement, et c'est une bonne chose, mais pour que les choses soient comprises, souvent, il faut retranscrire en termes de chiffres pour que ça ait du sens. Et donc, il faut, du coup, sur les périmètres qui vous semblent les plus pertinents, du coup, faire cette retranscription de l'impact en impact financier. Alors, ce n'est pas forcément simple pour tout, hein. Une approche globale sur un périmètre étendu avec une approche quantitative, c'est très compliqué. Nous, ce que l'on préconise, c'est plutôt de se focaliser sur des périmètres réduits et sur les périmètres qui ont le plus de sens pour vous et de le retranscrire en quantitatif pour donner du sens du coup, auprès des assureurs, auprès aussi du top management, hein, du COMEX, comme ça a été du coup précisé par Estelle. C'est vrai que souvent, avoir des chiffres, c'est potentiellement plus parlant pour avoir des arbitrages. Alors, peut-être que pour donner du sens, une approche par scénario qui explique comment les choses se font a une importance majeure, mais parfois, en fait, pour faire pencher la décision dans un sens ou dans un autre, quelquefois avoir quelque chose de chiffré, et en fait, c'est ça qui marche. Bon, voilà. Et donc, oui, il faut absolument, quand c'est pertinent, faire cette approche quantitative, parce que ça vous permet d'embarquer le COMEX, prioriser les choses, accélérer les arbitrages, et potentiellement du coup, faire en sorte que la cyber ne soit pas du coup uniquement sur un périmètre restreint, uniquement par les équipes des CISO et des RSSI, mais bien du coup à l'échelle de l'organisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps, hein, mais voilà, et pour vous dire que cette approche EBIOS, en fait, je pense que c'est la bonne, et en fait, elle est promue du coup vraiment par une large communauté, autant qu'elle soit publique ou privée. Elle est aussi reconnue à l'échelle internationale parce qu'on est complètement aligné avec la norme ISO 27005, qui est la norme, on va dire, de l'analyse de risque cyber en tant que telle. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à cette méthode-là, hein. En fait, elle vit et elle a une forte communauté qui propose des évolutions. N'hésitez pas à l'adapter à tous les contextes, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à être d'autant plus pertinent et faire en sorte que le risque cyber soit les mieux pris en compte et surtout en fait les mieux on va dire adaptés, ou en tout cas réduits au maximum en fonction de la menace en fait qui ne cesse d'évoluer, et de la complexité technologique aussi qui ne cesse aussi de s'accentuer. Merci. Très bien, merci Thomas. Les intervenants ayant géré parfaitement le risque du temps de parole qui leur a été alloué, il est tout à fait possible à la salle de poser des questions. S'il y en a, n'hésitez pas, il y a un micro. Oui. N'hésitez pas à vous présenter. Merci à vous. Merci, je vais poser ma question en anglais, j'espère que cela ne vous dérange pas. Je suis Alexander Klimberg, j'endosse un certain nombre d'emplois pour tout ce qui est reprise d'activité au sein de la cybersécurité. Donc nous travaillons avec la question des données depuis toujours. Et l'une de nos initiatives qui était aux États-Unis, de créer un bureau pour les statistiques cyber. Est-ce qu'on aurait besoin de ce type de bureau en Europe ? Et quels sont les résultats de notre étude? Ça a été aussi les effets de l'EFEX. C'était bien plus intéressant de voir les deuxièmes vagues avec beaucoup de modèles, notamment au niveau de l'État, où bien sûr les répercussions sont importantes. Deuxième question très différente, par rapport au risque cyber.
Alors, j'ai travaillé beaucoup avec des conseils d'administration. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas de quoi on parle. Et notamment, lorsqu'on a ces échanges d'informations avec les conseils d'administration, souvent, ils ignorent nos appels, nos signaux. Alors, comment pensez-vous qu'on pourrait avoir ces discussions avec ces personnes qui ne savent même pas que ces risques existent? Merci. Alors, peut-être pour la deuxième question que vous venez de mentionner, sur comment on peut un petit peu former, éduquer les personnes à propos de ces risques. Alors, ça a été très bien expliqué par tous nos panélistes. Si on peut mesurer le risque et apporter une estimation financière à ce risque, ce que cela pourrait vous coûter sur telle ou telle activité, sur ce brevet, sur cette innovation. Si on peut pointer le doigt sur les risques et le présenter au conseil d'administration en disant voilà, c'est ça les risques, avec le coût et les répercussions, toutes les implications, pas seulement pour les clients, mais aussi pour toutes vos activités, là ils verront, là ils mesureront ce qu'ils devront faire, investir. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, une entreprise qui avait perdu un brevet. Une autre compagnie avait lancé le produit avant eux. Ça a été un véritable désastre pour eux. Si on mesure, je sais que c'est difficile bien sûr de le faire, mais quand vous avez des outils pour le faire qui vous aident, c'est comme ça que vous décidez ce que vous faites. Avec ces outils qui vous aident à mesurer, mesurer le risque, à dire à votre conseil d'administration, si vous investissez dans cette partie de la sécurité, de cette partie de l'entreprise, là, vous économiserez cet argent. Peut-être pour compléter un petit peu là-dessus. Alors, je ne dirais pas que mon conseil d'administration n'est pas conscient des risques cyber. Hier encore, j'ai discuté pendant 2 heures avec eux pour un petit peu les former sur les questions cyber. Ils n'ont que 2 formations par an. Et donc, cette année, ils avaient décidé de faire des. Alors, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas conscience du risque. Attacks that are in public media, je pense que c'est suffisamment présent dans les médias généraux, pas seulement les spécialisés, pour qu'ils en aient conscience. Et bon, je dis que d'ailleurs, ça aide, bien sûr, surtout en France. Il y a eu récemment plusieurs attaques resulting in a very huge data leakage. Avec beaucoup de fuites de données. Maybe that's cyber experts and alors, je pense que même les novices, y compris mon conseil d'administration, les non-experts, dirons-nous, sont conscients du risque. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer vraiment dans les détails parce que oui, on les perdrait. Mais ce n'est pas ce qu'ils attendent puisque nous sommes là, nous sommes les experts, c'est à nous de gérer les détails techniques. Well, I would say you were talking about cyber literacy. Alors on parle de connaissances cyber. Unfortunately, the attacks. Je dirais que malheureusement les attaques qui ont été menées, en tout cas en France et même dans le monde, nous aident en fait. Monsieur, vous avez une question, le micro. Voilà. Si on peut faire passer le micro. Merci. I'll put my question in French, maybe you could back the headset. Bonjour, Éric Dommage, observateur de marché. Ça va faire 3 ans maintenant qu'à chaque conférence InCyber, on se rend compte qu'il y a une question de vocabulaire fondamentale sur les référentiels et qu'il y a une bataille de référentiels qui s'ignore complètement. Je ne prends pas votre parti, monsieur de l'ANSSI. ISO 27005 est établi correctement, un cycle 1, 2, 3, 4 d'ailleurs. NIS 1 est établi correctement, en tout cas par le dialogue. NIS 2 est établi correctement. Des référentiels de cyber, il y en a des millions et ils fonctionnent plutôt bien. Pourquoi ? Et on a l'impression que c'est un écueil important pour l'adoption de la cyber. Pourquoi est-ce que l'assurance produit autant de référentiels ? Je sais, ça nourrit les actuaires, ça nourrit les contrats, c'est parfait. Ça nourrit son propre business et elle se défend. Je pense que ça, c'est tout à fait logique. C'est une logique de banquise contre banquise. Mais à quel moment on va voir les référentiels se croiser un peu plus ? Estelle nous décrit une activité de loisir qui s'appelle un test de cyberassurance. Elle fait ça sur le temps personnel de son actuaire, voire d'elle-même. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Où est la logique d'industrialisation du référentiel de la cyber ? Et où est la logique, j'allais presque dire, c'est un gros mot, naturelle
de croisement des référentiels entre ceux établis par l'IT, je ne parle même pas du monde OT qui a d'autres référentiels, hein, et ceux de l'assurance qui pourraient quand même se croiser, juste qu'on soit légèrement plus efficace. J'ai croisé il n'y a pas si longtemps dans notre charmant club de Cézanne quelqu'un dire « ça, je m'en fous, je le confie à l'assurance, je ne le couvre même pas parce que ça ne m'intéresse pas ». Donc on a quand même dans le monde de l'IT une défiance très forte vis-à-vis de la production littéraire, on parlait beaucoup, de l'assurance, et à quel moment est-ce que ces mondes vont se croiser? Ah, je suis fou, au nom de l'intelligence. Complètement. Alors, je me permets de répondre. Donc, totalement aligné avec vous, en fait, parce que côté AXA XL, on a créé l'équipe il y a de ça à peu près 1 an et demi. Et en toute transparence, c'est ce que je vous disais au début, on est tous, quasiment tous des CSO. Et c'est vrai que la manière de procéder assurantielle à date nous a un petit peu étonnés. On s'était dit, dans le monde réel de la cyber, les analyses ne se font pas de cette manière-là. En fait, il y a un vrai débat qui est que la méthodologie assurantielle qui a été prônée et qui a été développée ne va pas du tout dans la même approche que ce qui se fait en interne. Donc notre approche, c'est justement, comme vous le mentionnez, de réunir ces deux mondes. Donc que ce soit NIST, honnêtement, que ce soit que vous utilisez la méthode ISO ou NIST ou quoi que ce soit, la logique pour nous est de se dire que lorsque, en tant qu'assureur expert cyber, quand on vous dit quelque chose, vous le comprenez, mais d'un point de vue technique, et que c'est quelque chose que vous êtes capable de traduire de votre côté. Donc, on y travaille, et l'objectif est clairement d'aligner les deux mondes. Mais ils ne le sont pas, vraiment. C'est le premier retour qu'on a eu quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, totalement. Et juste pour compléter ce que dirait bien, exactement, c'est-à-dire que quelquefois entre les référentiels, les conformités et les outils, les ponts ne sont pas forcément évidents. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision très pragmatique. C'est ça qui est très important aujourd'hui, surtout avec les énormes innovations qui arrivent aujourd'hui et l'accélération des attaques, qui font quelquefois perturber les modèles et les référentiels. Pour les plus anciens, dans le passé, il y avait des modèles qui s'appelaient Meurize et autres, dans ceux qui ont démarré dans l'IT il y a 25 ans. Et on se souvient de tous ces modèles qui ont pu exister, qui ont été changés, évolués. Donc je pense que les modèles, la conformité, nous on le voit parce que tous nos clients sur Dora, dans la finance, et on a parlé de Nice 2, on parle de toutes ces... sont importants, mais il faut être très pragmatique dans l'approche parce que le risque aujourd'hui, il est là et il faut le gérer très rapidement. Merci Pierre-Louis. Estelle. Peut-être une réaction par rapport à votre question. Évidemment, moi en tant que... je n'allais pas dire je subis ça, peut-être le mot était un peu fort, mais effectivement j'appelle cette rationalisation des référentiels de tous mes voeux. Parce que sinon, effectivement, on est assommé à coups de questionnaires et on ne s'en sort pas. Et c'est exactement le même problème, d'ailleurs, qu'on a avec le third-party management. C'est-à-dire qu'on est tous le tiers de quelqu'un et tout le monde envoie son questionnaire. Voilà, on est juste noyé sous les questionnaires. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas de la cyber qui sécurise, j'entends. Donc, je pense que voilà, il y a le sujet des référentiels normatifs, il y a le sujet aussi des questionnaires tiers. Mais voilà, moi, je l'appelle de tous mes voeux. Donc peut-être que si on le dit suffisamment haut, fort et nombreux, ça va avoir un impact. Thomas, oui. Alors oui, je réponds quand même au nom de l'ANSSI. On est bien conscient de cette profusion de référentiels et on n'est pas forcément à l'initiative de cette profusion-là sur tous les sujets, qu'il n'y ait pas de doute sur le sujet. Et il y a des personnes au sein de l'ANSSI qui actuellement travaillent pour faire un mapping entre les référentiels pour justement donner du sens et éviter de refaire plein de fois les mêmes choses. Et surtout parce que vous avez aussi des sociétés qui sont implantées sur plusieurs pays différents. Et par exemple, si on ne doit appliquer que NIS 2, par exemple, et le NIS 2 en France n'est pas le même que le NIS 2 en Belgique, que le NIS 2 ailleurs, etc. Et en fait, l'idée, c'est de voir quelles sont du coup, les mesures communes et du coup, quel est l'écart à combler quand une société est peut-être présente sur deux pays, en l'occurrence, pour justement minimiser ce travail de matrissage, de mapping que chaque entité est peut-être amenée à faire aujourd'hui. L'idée, c'est de lui simplifier la vie à l'avenir. Donc là, ce travail, il est en train d'être fait, en l'occurrence, aujourd'hui. Voilà. Ça répond à votre question, monsieur ? Ouais. Non, je ne l'ai pas. On prend note. Encore une question ? Oui, monsieur ? Est-ce que vous pouvez faire passer le micro pour que tout le monde entende ? Avec le micro, c'est encore mieux. Ok, je vais essayer de poser la question en français. Moi, c'est Pasquale Esposito, Data Protection Officer chez Grant Thornton Luxembourg. Première chose, merci pour toutes les interventions, elles étaient super différentes, intéressantes et pratiques.
Et ma question, c'est plutôt pour Charmini, Estelle et Rébin. Quand vous parlez des cyber-risques, vous avez focus l'attention quand même sur les attaques. Le cyber-risque, souvent, ce n'est pas les attaques, c'est juste des accidents, l'erreur humaine, quelqu'un qui envoie l'email au mauvais destinataire, un droit d'accès qui a été laissé ouvert à un service provider après la fin du contrat. Pour ça, ma question était, quand vous faites vos calculs, et c'est un choix de prendre plutôt en considération les attaques ou c'est deux choses différentes dans le monde de l'assurance? C'est juste, je ne connais pas bien le monde de l'assurance, c'est pour ça que je demande. Je peux répondre déjà pour moi. J'ai parlé de cyberattaques, mais en fait, nous, quand on parle du cyber-risque, on parle aussi du risque interne, de la malveillance, de l'inconscience. Voilà. Donc, on met bien les deux dedans. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, on prend bien les deux. Dans le cas des analyses de risque assurantielles, c'est également pris en compte. On ne prend pas uniquement les attaquants. C'est aussi, il y a des problématiques en interne. Et c'est ce que je vous disais, d'ailleurs, notre second pilier est focusé justement sur les formations. Comment on s'assure que la stratégie que vous avez développée est bien connue de tout le monde et que chacun sait où est sa place. Et donc, ce risque est clairement pris en compte chez nous. Idem, c'est un abus de langage, cyberattaque. On prend bien en compte l'erreur humaine également dans le modèle. Dans nos outils, on prend en compte le fait qu'entre la chaise et l'écran, il y a souvent un problème. Ou une solution. Mais je pense que c'est un abus de langage qui est un peu voulu quand même, parce que je pense qu'en fait, c'est vachement plus... Enfin, c'est ce que la personne devant la disait. Est-ce que notre top management est conscient de ce risque? En fait, je pense que les cyberattaques, ça leur parle vachement mieux. Donc, en fait, je pense que c'est un abus de langage qu'on fait parce qu'aussi, on voit que ça a plus d'impact, que ça leur fait plus peur, quelque part, et donc que ça les fait plus réagir aussi, dans le sens où on veut les emmener, bien sûr. Donc, je pense que je pense qu'on prend les deux, nous, mais on parle moins de la menace interne, effectivement. Je pense que, clairement, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que l'erreur de manipulation que vous aviez indiquée, c'est souvent un facteur important. Et qu'il faut avoir justement fait l'inventaire de toutes les failles, de tous ces trous de sécurité pour justement essayer de les résorber au maximum et éviter qu'entre la chaise et l'écran, il y ait une fausse manipulation. Et ouais, si je peux compléter également, si on voit par exemple l'affaire CrowdStrike qui a eu lieu juste avant les Jeux Olympiques, en fait, les conséquences ou le traitement de l'incident, potentiellement, il y a quand même des modes communs, que ce soit une cyberattaque ou une erreur qui vienne d'une dépendance quelconque. Donc oui, quand même, ça a du sens d'adresser les deux, bien sûr. Mais c'est vrai que d'un point de vue plutôt storytelling et du coup pouvoir embarquer le COMEX et les décideurs, souvent avoir du coup un récit qui est un peu plus appuyé parce qu'il parle de cyberattaque, ça a du sens. Merci pour votre question. Les 5 intervenants vous ont répondu. C'est quand même... Merci à toi. Oui, une question. On a encore 5 minutes. Donc allez-y. Monsieur Mézine, bonjour à tous. Monsieur Mézine de l'entreprise DataKey Consulting. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Lussan. En fait, vous avez évoqué des agents IA pour l'automatisation de votre concept de ROC. Cependant, pour un acteur critique, sous NIS 2 en France par exemple, comment garantissez-vous justement la souveraineté de l'agent, parce que c'est vital, et surtout comment garantissez-vous aussi l'intelligence de l'agent, qu'elle ne soit pas sous le Cloud Act? Et deuxième question, si vous permettez, comment aussi entraînez-vous votre modèle aux spécificités, par exemple, de la méthode des bio-CRM, et en garantissant que les données des clients, les données sensibles, ne soient pas en risque? Alors, merci pour votre question. C'est vrai que c'est un sujet important. On pourrait passer beaucoup de temps pour expliquer les analyses et toute la partie mathématique dans le logiciel qui permettent de gérer ces conformités, sur notamment la cryptologie, l'encryption des données, qui sont des garanties importantes justement pour sauvegarder les données de nos clients. Et le fait aujourd'hui que nous, dans nos solutions, nous n'accédons jamais aux données. Et ça, c'est un critère très important pour tous nos clients, puisqu'on a tous les grands clients du SBF 120 aujourd'hui, une grande partie sont nos clients, et ils ont naturellement les questions que vous avez, et on est à même de répondre à l'ensemble des questionnaires sur les données auxquelles on a accès, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, justement pour répondre à ces problématiques. Et pareil pour la partie IA et les agents, c'est d'être conforme par rapport aux réglementations.
et à l'utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques sur les LLMS, vous avez tous entendu parler, sur la dérive qu'on peut faire dans l'utilisation des chatbox. Je vous prends un exemple extrêmement concret. On a un partenaire intégrateur qui travaille pour une très grande institution financière française, on va dire, qui a une chatbox, vous savez, pour communiquer avec ses clients, ils puissent poser des questions sur leur compte, sur leur activité financière. Et ce client a demandé à cet intégrateur de faire un test de pénétration sur l'accès à cette chatbox. Et en fait, on se rend compte que via des questions posées de façon astucieuse, on arrive à dériver la LMS telle qu'elle a été conçue et obtenir des informations extrêmement confidentielles. Et ce sont tous ces tests-là qui permettent de vérifier si l'implémentation, notamment de l'IA et des outils dans ces institutions, a bien été faite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des capacités de contournement très fortes. Voilà. Donc, c'est un sujet très vaste, très important, ce que vous mentionnez, vraiment qui est au cœur aussi de notre actualité. Pour vous dire, moi, j'ai fait des tests dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, on arrive à faire une IA qui est très sophistiquée. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu. C'est-à-dire qu'on parle en langage naturel. C'est-à-dire que je peux dire, en tant que CISO de mon entreprise, à mon interface, je vais dire quels sont mes risques aujourd'hui. Alors, il vous sort, et vous le posez en français naturellement, et il vous sort les risques. Et il vous dit, voilà vos risques principaux aujourd'hui. OK. Comment je fais pour les résoudre? Eh bien, je peux les résoudre pour vous, je fais ça, ça, ça. Et donc, nous, on a un système d'IA où vous parlez naturellement et vous avez la résolution des incidents qui peut être fait avec le suivi. Donc, c'est très important ce que vous dites aujourd'hui, parce que les outils sont de plus en plus simples à utiliser, mais de plus en plus complexes derrière, notamment pour répondre aux problématiques de réglementation qui peuvent être NIS2, qui peuvent être DORA ou d'autres. Voilà. Ça mériterait un vrai débat, parce que l'IA, je pense, tout le monde l'utilise. Après, il y a peu de gens qui ont forcément l'expertise complète de la chaîne, parce que c'est très complexe aujourd'hui de pouvoir matérialiser tous les outils qui sont utilisés dans une chaîne d'IA. Merci Pierre-Louis. Toutes les bonnes choses ayant une fin, nous arrivons au terme de cette table ronde. Il me reste à vous remercier, vous, pour votre présence, puis surtout remercier Pierre-Louis, Rébia, Estelle, Charmini et Thomas pour votre vision et ces regards croisés. C'était très intéressant. Donc, merci à tous. Bonne continuation. Bon FIC à toutes et à tous et bonne journée. Merci à vous en tout cas. Merci à tous.